Il a répondu « Bonne chance », puis lui a tout pris. Je n'ai pas jeté la tasse, mais j'y ai pensé. J'ai fixé l'écran si intensément que la photo aurait tout aussi bien pu se graver dans ma rétine. Elle était là, Becca, enroulée autour de son patron comme un tapis rouge autour de la cheville d'une célébrité. Astérisque le partenariat qui compte vraiment astérisque mignon. Très mignon. Je n'avais même pas fini mon foutu café. La photo avait été prise à une conférence à Aspen. Costumes impeccables, sourire forcé, et ce maudit cordon bleu qu'elle portait à chaque événement de réseautage comme si c'était la croix de Victoria. Sa tête légèrement inclinée, sa main reposant bien trop confortablement sur sa poitrine. Et là, une parfaite petite galerie de « j'aime » de leurs collègues, des émojis qui pleurent de rire, une énergie de « power couple », #Dream Team. L'un d'eux avait même écrit « enfin ». Enfin, quoi exactement? Je n'ai pas commenté tout de suite. Je suis resté assis. J'ai laissé mijoter. Je me suis souvenu de la dernière fois où elle avait dit qu'elle était trop fatiguée pour rentrer tôt à la maison. Je me suis souvenu du reçu du bar à vin qui avait fini dans la poche de son manteau. 4 verres, 2 assiettes. Je me suis souvenu du chemisier à moitié boutonné qui sentait le poivre et l'après-rasage, mais je n'ai rien dit. À la place, j'ai cliqué sur « Répondre » et j'ai tapé « Bonne chance ». Sans sarcasme, sans feu d'artifice de ponctuation. Juste ça. Et je le pensais, parce que cette publication ne se contentait pas de se moquer de notre mariage. Elle activait quelque chose dont elle ignorait même l'existence. Quelque chose que son père avait oublié. Quelque chose enfoui dans une clause vieille de 10 ans. C'est ça le problème. Quand les gens deviennent trop à l'aise, ils oublient qui a écrit les règles. Oh, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous demanderai une faveur. Plus de 90% des gens qui écoutent ces histoires ne s'abonnent jamais. Mais chaque nouvel abonné motive sincèrement l'équipe derrière ces histoires à continuer, à creuser plus profondément et à les raconter encore mieux. Alors, si vous faites partie des rares qui lisent jusqu'au bout, prenez une seconde pour cliquer sur ce bouton. Ça compte plus que vous ne le pensez. Bref, elle n'a pas envoyé de texto. Pas tout de suite. Elle était probablement trop occupée à se prélasser sous les faux projecteurs qu'elle venait de créer. Ou peut-être qu'il buvait encore ce champagne de célébration. Elle a toujours aimé le prosecco, prétendant que ça lui donnait des maux de tête plus propres. J'ai toujours trouvé que c'était une chose stupide à dire, mais peu importe. Quand le texto est arrivé ce soir-là, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Lol. T'es sérieusement en colère pour une photo? C'est juste de l'humour de bureau. Tout le monde sait qu'on plaisante comme ça. Bien sûr. C'est pour ça qu'elle avait recadré le logo de l'entreprise. C'est pour ça que sa main était sur sa clavicule comme si elle ajustait une cravate. C'est pour ça qu'elle l'a publié sans me taguer, sans rien dire sur la maison de 3 chambres que je venais de finir de rénover ou la réservation au restaurant que j'avais faite pour notre anniversaire. Juste astérisque le partenariat qui compte vraiment astérisque. Je n'ai pas mordu à l'hameçon, je n'ai pas argumenté, je n'ai pas supplié pour avoir le contexte. J'ai juste renvoyé une seule ligne. Tu devrais parler à ton père bientôt. Pas de smiley, pas de sarcasme. Et je sais à quel point ça l'a frappé, parce que Becca ne fait que 2 choses quand elle est coupable, elle se surexplique ou elle disparaît. Cette fois, elle a disparu. Elle a probablement pensé que je bluffais, que j'étais juste émotif. Elle m'avait déjà sorti ce mot. Tu es trop sensible, avait-elle dit un soir où j'avais trouvé 2 verres à vin dans l'évier. Elle avait juré qu'elle s'était juste servie 2 fois. Elle n'a jamais compris. Je ne crie pas. Je planifie. Et elle venait de me donner le feu vert que j'attendais depuis le jour où son père avait insisté pour que je prenne une petite participation dans l'entreprise familiale. Juste une formalité, avait-il dit, juste une clause de sécurité pour l'image. Cette clause, article 6, sous-section B, stipulait, en cas de conduite compromettant la réputation par un actionnaire familial direct, les partenaires désignés à titre subsidiaire peuvent assumer des droits opérationnels étendus. C'était enfoui sous 10 pages de charabia juridique, mais je l'avais mise en favori, et Becca venait d'appuyer sur la gâchette. Elle m'a appelé ce soir-là alors que j'étais dans le garage, en train de finir ce qu'elle aimait appeler mes projets de caverne d'homme, comme si restaurer une vieille table en bois de mes propres mains était en quelque sorte indigne du niveau intellectuel de quelqu'un qui envoie des GIF dans des emails professionnels. Mon téléphone a vibré. Son visage est apparu à l'écran. Toujours la même photo de contact d'il y a 3 ans.
Becca dans notre jardin, riant sous un chapeau de soleil, vivante, figée en pixels. J'ai décroché, je n'ai rien dit en premier. Je l'ai laissé commencer. Son ton était léger, comme si elle venait de finir un brunch avec de vieilles amies de sa sororité. Et, tu as vu la publication, hein? Je n'ai pas répondu. Oh, allez, gloussa-t-elle. C'est juste de l'humour de bureau. Les gens en plaisantaient au bar après le discours d'ouverture. Tout le monde sait que c'est une blague. Bien sûr, le genre de blague qui ruine des réputations, déclenche des clauses silencieuses et allume une mèche sous une chaise de direction que j'ai aidé à consolider. Pourtant, je n'ai pas mordu à l'hameçon. Becca, dis-je lentement, tu devrais parler à ton père bientôt. Une pause, juste assez longue pour la forcer à se recalibrer. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, demanda-t-elle. Mais son ton était tranchant maintenant, comme si j'avais piqué quelque chose qu'elle pensait que je ne toucherais jamais. Il va recevoir un appel, dis-je. Tu voudras peut-être être dans la pièce quand ça arrivera. Elle a ri de nouveau. Ce rire serré et nerveux qu'elle a quand elle bluffe au poker. D'accord. C'est quoi ça? Sérieusement? Tu boudes. C'est à cause de ton ego? Parce que tu agis bizarrement depuis des semaines. Depuis que tu as arrêté de venir au cocktail trimestriel, les gens l'ont remarqué. Cette partie était vraie. J'avais arrêté d'y aller, mais pas parce que je boudais. J'avais déjà obtenu ce dont j'avais besoin. L'accès, les poignées de main, les blagues d'initiés que les gens chuchotaient quand ils ne pensaient pas que j'écoutais. Les mentions répétées de sa relation de travail étroite avec Nolan, le patron sur la photo, le même Nolan dont j'avais vu la femme, Meredith, pleurer silencieusement à l'extérieur d'un gala de charité en avril, pendant que Becca faisait semblant de ne pas remarquer. Meredith m'avait serré la main un peu trop fort. Elle avait dit, « Vous avez des yeux bienveillants. » Je m'en suis souvenu. Je me souviens de tout. Becca a continué à divaguer. Tu exagères complètement. Je veux dire, tu penses vraiment qu'une légende stupide est une sorte de trahison? Non, ai-je répondu. Je pense que c'est une tendance, mais tu n'as plus à t'en soucier. Parle simplement à ton père. Puis j'ai raccroché. Je n'ai pas attendu la tirade qui allait suivre. J'ai juste posé le téléphone face contre l'établi et j'ai regardé la vieille boîte à outils que mon père m'avait donnée avant de mourir. Loquet en métal tordu, tache d'huile, initiales gravées sur le côté. RJ, les siennes et les miennes. Cette boîte avait survécu à chaque appartement, chaque voiture de location, chaque promotion. Les vraies choses dures. Les fausses ne brillent que juste assez longtemps pour vous distraire. Becca ne savait pas que j'avais déjà déplacé des fonds, discrètement, légalement, avec un consultant en conformité qui me devait une faveur. Elle ne savait pas que j'avais commencé à enregistrer mes journaux d'accès à l'entreprise il y a 1 an, après que Nolan se soit accidentellement connecté avec son compte et ait supprimé un dossier contenant des prévisions trimestrielles que nous savions tous les deux truquer. Elle ne savait même pas que j'avais mis à jour le trust que nous avions créé avant que son père ne m'ajoute au conseil d'administration. Ce trust passait maintenant par une société holding qu'elle ne pouvait pas voir sans une assignation à comparaître. Je m'étais dit que j'étais paranoïaque à l'époque. Il s'est avéré que j'étais juste en avance, car l'arrogance de Becca n'était pas nouvelle. Elle était juste mieux éclairée maintenant. La vérité, c'est que je l'avais observée construire cette illusion pendant des années. Comment elle souriait d'un air suffisant à ses collègues devant les investisseurs. Comment elle ajustait les faits dans les présentations et appelait ça du storytelling. Comment elle riait de prendre des raccourcis avec son mari de bureau, tout en prétendant être le visage de l'héritage. Elle pensait que j'étais une sorte d'ornement démodé, bon pour les barbecues de famille et les déductions fiscales. Mais je l'avais étudié en silence, comme un virus sous une lame de verre. Et maintenant elle avait publié la preuve elle-même. Publique, permanente, horodatée. Tout ce que j'avais à faire, c'était de montrer aux bonnes personnes ce qu'elle avait déjà montré au monde entier. L'email a pris exactement 47 secondes à envoyer, compression de la pièce jointe incluse, mais il avait été écrit il y a plus de 2 ans, rédigé, affiné, reformulé pour paraître neutre, voire amical, comme un membre de l'équipe concernée rappelant au conseil d'administration une clause négligée. Je l'avais laissé dans mes brouillons, intact, jusqu'à ce que j'aie exactement ce dont j'avais besoin. La photo de dimanche n'était pas seulement le carburant, c'était l'allumage. L'objet du message était, concernant la clause 12.6b, déclencheur d'activation. Il était destiné à 3 personnes. Le père de Becca,
le conseiller juridique de l'entreprise et le directeur financier, le seul qui me traitait encore comme si je n'étais pas juste un beau-frère chanceux qui avait obtenu sa place par le mariage. Je n'ai pas pris la peine de mettre Becca en copie. Pas encore. La pièce jointe était un PDF horodaté du jour où son père m'avait personnellement expliqué les termes originaux du partenariat autour de cigares et d'une bouteille de Macallan, à l'époque où il croyait encore à l'héritage, au mérite et à toutes ces absurdités qu'il prêchait avant que Becca ne commence à lui couper la parole en réunion. La clause 12.6b n'était pas tape à accent grave l'œil. C'était une isolation juridique, sèche, vague et oubliée de tous, sauf du type qui avait lu chaque page de l'accord, pendant que sa femme le traitait d'obsessionnel pour avoir surligné en 3 couleurs. Mais le libellé était là. En cas de conduite à risque pour la réputation émanant d'un actionnaire familial dont le comportement peut être raisonnablement interprété comme une menace à la confiance institutionnelle ou financière, les partenaires subsidiaires désignés peuvent demander un transfert temporaire du pouvoir de vote et de la surveillance fiduciaire en attendant un examen. Du jargon d'avocat pour dire que si un membre de la famille se plante gravement en public, le type en arrière-plan prend les commandes. Elle avait été écrite à une autre époque, quand le père de Becca s'inquiétait que son jeune fils impulsif, Blake, ne fasse exploser l'entreprise avec un scandale de jeu. Ironiquement, Blake s'est rangé. Becca, non. Dans le corps du message, j'ai simplement écrit, « Cher Steven, je suppose que vous avez vu la publication faite ce matin par votre fille et notre collègue du conseil d'administration. Je vous contacte non par méchanceté, mais par devoir. » L'optique de cette image et de sa légende pourrait susciter des inquiétudes parmi certains groupes d'investisseurs. Conformément aux termes énoncés dans l'amendement de 2013, en particulier la clause 12.6b, j'invoque un examen provisoire et les droits de l'actionnaire subsidiaire jusqu'à ce que cette situation puisse être formellement évaluée. Vous trouverez ci-joint l'accord signé avec la clause surlignée. Respectueusement, Richard J. Langston. Pas de drame, pas d'accusation, juste des échecs juridiques. Parce que Steven savait ce que cette clause signifiait. C'est lui qui l'avait écrite. Et s'il y avait une chose que cet homme respectait, c'était le caractère sacré de ses propres mots. Surtout quand il s'agissait de protéger son entreprise du scandale. Il n'avait juste jamais pensé que le scandale viendrait de la fille pour laquelle il avait écrasé la moitié de son personnel afin de la promouvoir. J'ai envoyé l'email. Puis j'ai supprimé le brouillon. Le reste de la journée fut calme. Mais j'imagine le moment où il ouvrirait ce fichier, verrait sa propre signature sur cette page numérisée. Je l'imaginais chercher la même bouteille de Macallan que nous avions ouverte quand il m'avait dit « J'ai déjà fait des erreurs sur les gens. Je n'en ferai pas une avec toi. » À l'époque, je l'ai cru, pendant un certain temps. Lui aussi. Et puis Becca a commencé à se pavaner comme si tout lui appartenait. Comme si nous autres n'étions que des poutres de soutien pour son numéro solo. Je l'ai regardé couper la parole aux analystes, mentir effrontément aux responsables marketing, et une fois, de manière mémorable, traiter le chef de la logistique de « facteur glorifié » sans savoir que son micro était allumé. Mais la photo de dimanche, c'était un nouveau niveau de stupidité. Parce que quand vous légendez une photo avec votre patron marié, en l'enlaçant comme s'il payait votre hypothèque, vous n'invitez pas seulement les ragots. Vous invitez l'examen minutieux des employés, des clients, des équipes de conformité du conseil d'administration qui cherchent quelqu'un à prendre en exemple, surtout quand cette photo devient virale sur le canal Slack de l'entreprise avec des émojis rieurs de la moitié de l'équipe produit et est mystérieusement transférée au RH. C'était le déclencheur, celui que j'attendais. Je n'avais pas besoin d'argumenter, pas besoin de la prendre en flagrant délit. Elle avait écrit ses propres aveux avec ce sourire narquois et la légende sous cette photo. Tout ce que j'avais à faire, c'était de suivre les règles qu'elle avait oubliées qu'elles existaient. Et contrairement à elle, j'avais des preuves. Lundi matin, j'ai déplacé le premier compte. C'était le compte joint qu'elle ne vérifiait jamais, sauf si elle avait besoin de partager une dépense futile qu'elle avait déjà imputée à son compte professionnel, lié au trust. Tout a été chirurgicalement partitionné sous mon nom via une entité holding que nous avions créée pendant ce qu'elle appelait notre phase d'intimité financière. Joli terme. Elle l'avait lu sur un blog pour couple. Quelque part entre cette façon de raviver la passion et les dégustations de vin comme langage d'amour. Mardi, le contrat de location de la voiture était refinancé à mon nom seul. Mercredi, les documents de transfert de propriété pour la maison du lac hérité de mon oncle étaient déposés, discrètement ajustés pour refléter une propriété unique, grâce à une clause enfouie dans les termes de l'héritage qui s'activait si un conjoint était jugé avoir compromis la confiance fiduciaire maritale. C'est drôle comme peu de gens lisent les notes de bas de page dans les testaments.
Jeudi, l'avocat de la famille mon avocat, maintenant a confirmé que les dépôts étaient propres, invisibles aux vérifications occasionnelles, entièrement légaux, zéro alerte. Et pendant tout ce temps, Becca m'a envoyé une playlist. Non, vraiment, un lien Spotify intitulé « Quand les mots manquent, ambiance d'excuses ». Le premier morceau était « Fix You » de Coldplay. Je ne savais pas si je devais rire ou vomir. Plus tard dans la soirée, elle a appelé et laissé un message vocal, la voix douce, comme dans un film. Elle a dit qu'elle ne voulait pas se disputer, que les choses avaient été démesurées, que peut-être nous pourrions partir en week-end. Pas de Wi-Fi, juste de la reconnexion. Comme si le Wi-Fi était la raison pour laquelle je la regardais traiter notre mariage comme un atout de relations publiques. Elle n'avait toujours pas parlé à son père. Elle ne savait toujours pas que Steven avait déjà répondu à mon email. Juste 4 mots, laconiques et tapés à 3h12 du matin, nous devons parler. Pas de, soyons raisonnables. Pas de, elle ne le pensait pas. Juste, nous devons parler. Et je savais exactement ce que cela signifiait. Il avait vu la clause, l'horodatage, la signature sa signature et en arrière-plan, le conseil d'administration, l'équipe de conformité, les investisseurs chuchotants, toujours avides d'une chance de quitter le navire avant qu'un scandale n'affecte les bénéfices. On pourrait penser qu'une femme qui soignait obsessionnellement sa présence sur LinkedIn aurait réalisé à quelle vitesse sa publication s'était propagée en interne. Mais non, Becca croyait toujours qu'elle contrôlait le récit. Elle pensait toujours pouvoir arranger les choses avec ses armes habituelles, le charme, la diversion et un brunch avec les bonnes épouses. Mais le problème avec l'effet d'entraînement, c'est que vous ne décidez jamais jusqu'où il va. Et vendredi matin, l'un des amis de son mari au mois recevait des messages d'un des amis de la femme de Nolan. Apparemment, Meredith avait vu la photo. Et Meredith n'était pas seulement en colère. Elle était active. Elle avait déjà envoyé un email anonyme au RH, alléguant une conduite inappropriée continue entre 2 cadres supérieurs, y compris des affichages sur les réseaux sociaux qui compromettent l'équité en milieu de travail et les évaluations de performance. Les RH devaient enquêter. Nolan était furieux. Becca, toujours inconsciente, pensant toujours que nous allions régler ça autour d'un saumon et d'un verre de vin. Alors je lui ai donné ce qu'elle attendait. Le silence, pendant qu'elle tapait des textos d'excuses de plus en plus courts et frénétiques. On va vraiment faire ça, tu es puéril, on peut juste parler? J'étais au téléphone avec notre comptable, celui qui avait aidé à structurer notre stratégie post-fiscale quand nous pensions prendre notre retraite au Portugal un jour. Nous avions construit une vie ensemble par fragments. Dette partagée, titre partagé, mot de passe partagé. Mais j'avais toujours insisté sur un principe. Ne jamais laisser le sentiment rédiger vos contrats. Maintenant, je capitalisais sur cette obstination. L'ironie? Je ne voulais même pas de vengeance. Pas vraiment. Je voulais de la clarté. Et pour la première fois depuis des années, c'est exactement ce que j'avais. Des comptes clairs, des titres clairs, les mains propres. Pendant ce temps, Becca pensait que nous étions dans l'acte 2 d'un malentendu romantique. Elle n'avait pas encore réalisé qu'elle était déjà au générique de fin et que les lumières de la salle s'étaient rallumées. Je chargeais du paillis à l'arrière de mon camion parce que certains d'entre nous croient encore à faire leur propre jardinage quand mon téléphone a vibré avec un nom que je n'avais pas vu depuis des années, Connor Su. Connor avait été mon premier véritable ami au cabinet. Intelligent, peu impressionné par le tape à accent grave-l'œil. Le genre de gars qui n'avait pas ri quand Becca m'avait présenté à la fête de Noël comme son activité secondaire devenue mari. Il disait des choses comme « La plupart des gens dans cet immeuble portent des masques. Toi, tu serres juste ta ceinture d'un cran. » Nous nous étions éloignés après son départ pour un cabinet de conseil en technologie à Denver, mais nous avions gardé un contact occasionnel. Rien de bien sérieux. J'ai répondu sans réfléchir. Et mec, dis-je, en époussetant la poussière d'écorce de mon bras. T'es toujours en vie là-bas. Il n'a pas ri. Tu dois savoir quelque chose, dit-il d'un ton plat. Et je me fiche si ça me met dans la ligne de mire. Il y eut une longue pause. C'est à propos de Becca. Ma bouche est devenue sèche. Elle ne fait pas que s'amuser, continua-t-il. Cette histoire avec Nolan, ce ne sont plus des chuchotements. Meredith, sa femme, a vu la photo et elle n'est pas allée voir Becca. Elle est passée par la voie légale. Et par son contact au conseil d'administration. Elle a déjà préparé le terrain pour une plainte formelle pour manquement à l'éthique. Je me suis appuyé contre la benne du camion, silencieux.
Elle a nommé Becca, dit-il spécifiquement, pas seulement Nolan. Elle a dit qu'elle manipulait la proximité depuis des mois. Qu'elle coordonnait des coups de presse, de faux indicateurs de performance, le guidant probablement vers un territoire de conflit d'intérêts. Meredith a utilisé le mot orchestré. J'ai fermé les yeux. Et ça ne s'arrête pas là, ajouta Connor. Le nom de Steven, ton beau-père. Il est maintenant mentionné dans ces cercles aussi. Parce qu'il s'est porté garant pour Becca. A poussé pour sa promotion. A lié son image au discours d'héritage de l'entreprise. Maintenant, les investisseurs paniquent. Combien, demandai-je, ma voix plus basse que prévu. Assez pour que les comptes stratégiques aient déclenché une alerte. Et la conformité fouine dans les dépenses marketing. Ils pensent que certains de ces chiffres du deuxième trimestre ont été gonflés. Elle a versé des bonus à des sous-traitants qui n'ont jamais enregistré de livrable. Tu m'entends? J'ai hoché la tête. Fort et clair. Tu ne méritais pas ça, mec, dit Connor, plus doucement maintenant. Les gens à l'intérieur te respectent toujours. Bon sang, quelques-uns d'entre eux auraient souhaité que tu te fasses plus entendre ces dernières années. Mais maintenant, ça va devenir nucléaire. Tu dois te préparer. Je suis déjà préparé, dis-je. Il a marqué une autre pause. Alors je dirais juste une dernière chose. Si j'étais toi, je m'assurerais d'être loin du rayon de l'explosion quand son père réalisera que son plan de retraite vient de foncer dans le trafic. Je l'ai remercié. Nous avons raccroché et je suis resté là, dans l'allée, à regarder le tas de paillis comme s'il allait m'expliquer comment j'avais fini dans un mariage où un homme à Denver devait me mettre en garde contre la femme avec qui je partageais mon lit. Mais la vérité, c'est que je l'avais vu venir. Ce n'était pas à propos d'une photo. C'était à propos du schéma, de la performance, de ce petit demi-sourire suffisant qu'elle arborait chaque fois que quelqu'un remettait en question son autorité. Comme si elle ne pouvait pas imaginer un monde où les conséquences s'appliquaient à elle. Elle pensait que le nom de son père la protégeait. Elle pensait qu'être le visage public d'une entreprise historique la rendait intouchable. Elle pensait que je serais toujours le type discret en arrière-plan, faisant ses impôts pendant qu'elle soignait son image. Mais ce qu'elle a oublié, c'est ceci, je n'ai jamais demandé à être sous les projecteurs, ce qui signifie que ça ne me dérange pas de les perdre. Son père, c'est une autre histoire. Parce que Steven a bâti cette entreprise sur des chuchotements et des poignées de main. Et maintenant, les chuchotements se transformaient en documents. Les poignées de main se retiraient. Et Becca se promenait toujours comme si tout ce dont elle avait besoin était un nouveau consultant en relations publiques et des excuses sur Pinterest. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que les gens ne se contentaient plus de regarder. Ils attendaient. Attendaient de voir si l'homme derrière le rideau allait enfin tirer la corde. Et je tenais la corde. C'est arrivé un jeudi. Pas de drame, pas d'orage. Pas de tonnerre grondant au loin comme dans un feuilleton surproduit. Juste un jeudi couvert et banal où Becca a dû décider qu'elle était enfin prête à parler. Elle ne l'annonçait jamais à l'avance. Elle aimait prendre les gens au dépourvu. Croyait que l'émotion l'emportait sur la préparation. C'est ce qui la rendait dangereuse en réunion de conseil et insupportable dans les disputes. Elle comptait sur l'improvisation. Je comptais sur la documentation. Alors, quand elle est arrivée dans l'allée ce soir-là, avec sa démarche assurée habituelle sur le chemin de pierre, téléphone toujours à la main, j'imagine qu'elle pensait que ce serait son moment. La grande scène de réconciliation. Des larmes, des éclats de voix, peut-être même une confession dramatique dans la chambre sur la confusion, l'ambition et le sentiment de ne pas être vu. Au lieu de ça, sa clé s'est bloquée. Non pas parce que la serrure était cassée, ni parce que le pen était coincé, mais parce que ce n'était plus sa clé. Nous avions mis à jour les serrures intelligentes il y a 2 semaines. Elle avait ri quand j'avais insisté sur le lecteur d'empreintes digitales et les serrures à accès numérique. Chérie, qui va s'introduire chez nous? Le syndic ne me laisse même pas mettre de squelette pour Halloween. Maintenant, la porte ne bougeait pas. J'ai regardé l'enregistrement plus tard. Celui de la caméra Ring, qu'elle avait oublié que j'avais synchronisé avec mon cloud personnel. Elle a essayé 1 fois, 2 fois, puis a tiré la poignée avec frustration, a fixé le clavier, a penché la tête comme si elle avait peut-être oublié le code qu'elle avait elle-même créé. Puis la prise de conscience. Elle a sonné 2 fois, puis une 3e fois, plus longtemps. Je n'ai pas répondu. À l'intérieur, la maison était calme, paisible même. La chambre d'amis était allumée,
les stores baissés, et sur le lit se trouvait une enveloppe Kraft. Elle a trouvé la porte arrière verrouillée aussi, et le garage. J'avais tout répété. Elle a fait le tour de la propriété comme une femme essayant de se souvenir quelle partie de sa vie lui appartenait encore. Finalement, j'ai déverrouillé le portail latéral depuis mon téléphone. Je ne voulais pas qu'elle soit humiliée. Je voulais qu'elle soit informée. Elle est entrée par le côté, a pénétré dans la chambre d'amis et a trouvé l'enveloppe. Elle était épaisse mais pas chaotique. Tout était classé par onglet, notarié si nécessaire, avec un post-it sur le devant qui disait « Toutes les questions ultérieures passent par l'avocat ». À l'intérieur, les documents de partage des biens, préparés et exécutés. La maison était maintenant sous un trust fiduciaire à mon nom. Son contrat de location de voiture avait été résilié, son remplacement couvert par sa propre SARL, qui, soit dit en passant, était en cours d'examen pour utilisation abusive des fonds opérationnels. Carte de crédit supprimée. Compte joint fermé. Photos et objets mis en carton, non pas par vengeance, mais méthodiquement. Son dressing avait été vidé dans 3 valises en cuir qui reposaient proprement au pied du lit. Je n'ai claqué aucune porte. Je n'ai pas jeté ses affaires sur la pelouse. Parce que la colère est bruyante, et je voulais qu'elle entende le silence. C'est une chose étrange de regarder quelqu'un réaliser qu'il a mal jugé non seulement la situation, mais vous. De voir son visage se replier sur lui-même alors que le calcul ne tombe plus juste. La même femme qui m'avait un jour demandé « Est-ce que tu fais jamais quelque chose sans me le dire d'abord ?» venait d'entrer de plein pied dans la réponse. Elle m'a appelé 5 fois cette nuit-là, a laissé 3 messages vocaux. Le premier était confus. Tes serrures déconnent. Tu peux juste m'appeler. Le deuxième était en colère. Sérieusement, c'est comme ça que tu gères les choses? Tu me bloques hors de ma propre maison? Tu surréagis. On est des adultes, riches. Le troisième était plus calme, haletant. J'ai reçu l'enveloppe. Je ne savais pas que tu avais déjà. Sa voix s'est éteinte. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai envoyé un seul message. Court, froid. L'avocat vous contactera lundi. Veuillez ne pas revenir sans un rendez-vous programmé. J'ai regardé le message passer à « lu ». Puis j'ai désactivé les notifications. Elle avait toujours aimé la maison, surtout l'îlot de cuisine. Elle plaisantait en disant qu'elle y organiserait des brunchs de pouvoir pour ses cadres préférés. Elle pensait que c'était son espace, son esthétique, son monde. Mais les maisons ne sont pas construites sur des palettes de couleurs et des tableaux Pinterest. Elles sont construites sur des contrats, sur des lignes de fondation, des plans de cadastre et des titres de propriété. Sur le nom qui est où, et quand. Et pendant qu'elle était occupée à soigner l'apparence d'une vie parfaite, j'avais sécurisé la réalité d'une vie sans elle. Elle a reçu l'appel juste après 8 heures. Un message sec des RH. Veuillez vous présenter immédiatement au bureau exécutif 5B au siège. Sans délai. Pas, quand vous aurez un moment. Pas, à votre convenance. Juste, immédiatement. Becca ne faisait pas dans l'immédiat, sauf si c'était elle qui donnait l'ordre. Et le bureau exécutif 5B, ce n'était pas une salle de réunion. C'était une salle de triage. La pièce qu'ils utilisaient quand quelque chose devait être contenu avant de contaminer le bâtiment. Pourtant, elle est arrivée avec son air habituel. Blazer impeccable. Posture parfaite. Cette expression étudiée de légère surprise, comme si elle venait de tomber sur une conversation qu'elle avait déjà gagnée. Jusqu'à ce qu'elle voie qui était dans la pièce. Le service juridique, la conformité, les RH. Pas d'assistant, pas de sourire, et pas de Nolan. Ses yeux ont balayé les visages, calculant. Elle a souri trop largement et a dit « Suis-je en retard pour quelque chose ?» Personne n'a rendu son sourire. La conseillère juridique principale, Maria Alvarez, a désigné la chaise. Veuillez vous asseoir. Becca a obéi avec soin, a croisé les jambes comme s'il s'agissait d'un débriefing de relations publiques, pas d'un tribunal disciplinaire. Puis Alvarez a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur, des captures d'écran. Des impressions de sa désormais tristement célèbre publication LinkedIn. Sa légende en gras, astérisque le partenariat qui compte vraiment astérisque. Une autre photo d'Instagram, taguée #GrainWithGratness. Même image, même homme. Un fil de discussion Slack d'un canal d'équipe privée qu'elle pensait que personne n'archivait. Des émojis qui pleurent de rire.
Un commentaire d'elle qui disait « Autant l'officialiser larmes de joie ». Et puis le mémo vocal. Court mais clair. Sa voix, sans équivoque. Le vrai PDG n'est pas dans le bureau d'angle. Il est dans mon lit 3 soirs par semaine. Becca a cligné des yeux 1 fois, 2 fois. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a finalement dit « C'est une réaction complètement excessive ». Tout le monde savait que cette publication était une blague. Alvarez n'a même pas sourcillé. L'équipe juridique a examiné le contenu public et interne, et en combinaison avec de récents signalements de lanceurs d'alerte, nous ouvrons maintenant une enquête éthique formelle pour conflit d'intérêts, influence inappropriée sur les évaluations de performance et préjudice à la réputation. Une deuxième voix s'est jointe, Jérémy de la conformité. Votre proximité avec Monsieur Harris a été documentée dans plus d'une douzaine de missions d'équipe où le protocole de rotation objective a été contourné. Il y a aussi des préoccupations concernant votre utilisation du budget discrétionnaire pour des événements d'hospitalité non déclarés. La voix de Becca s'est faite plus aiguë. Vous déformez tout. J'ai toujours agi dans le meilleur intérêt de l'entreprise. J'ai généré un engagement et une visibilité record. Alvarez n'a pas scié. Il ne s'agit pas de visibilité. Il s'agit de gouvernance, d'intégrité, et de votre manquement à déclarer une relation personnelle avec un subordonné direct qui fait maintenant l'objet d'un examen simultané. C'est seulement alors qu'elle a finalement demandé « Où est Nolan ?» La question est sortie plus doucement qu'elle ne l'aurait voulu. Alvarez a fait glisser un autre dossier sur la table. Monsieur Harris a soumis une déclaration officielle niant toute relation amoureuse. Il s'est porté volontaire pour se retirer de tous les projets communs en attendant l'examen. Celui-là l'a frappé comme un accident de voiture. Parce que Becca, brillante, suffisante et stratégique, n'avait jamais envisagé la possibilité qu'il craque le premier. Que lorsque les choses deviendraient compliquées, Nolan la jetterait en pâture au loup pour sauver sa peau. Elle avait toujours supposé qu'ils étaient égaux, qu'il se battrait jusqu'au bout avec elle. Au lieu de cela, il avait déjà pris un avocat et tracé une ligne dans le sable. Il y eut un bref silence. Puis Jérémy de nouveau. Vous êtes placé en mise à pied administrative avec effet immédiat. L'accès au système de l'entreprise sera révoqué à midi. Nous attendons votre pleine coopération dans l'enquête en cours. Votre non-respect pourrait entraîner une transmission à des organismes juridiques externes. Elle a hoché la tête, raidement. Le seul autre son était le léger ronronnement de la climatisation et le grattement d'un stylo alors qu'Alvarez notait l'heure sur un formulaire. Becca s'est levée. Ses jambes ont légèrement vacillé. Elle n'a pas pris la peine de demander une chance de s'expliquer. Elle savait. On ne s'explique pas pour se sortir des pistes papier et des horodatage. On y survit, si on a de la chance. Dans le couloir, elle a croisé Nolan. Il ne s'est pas arrêté. N'a pas levé les yeux. Il est juste passé à côté d'elle comme si elle était déjà partie, ce qui, à bien des égards, était le cas. Elle n'a même pas atteint la sortie du parking avant que le premier coup ne tombe. Son badge d'entreprise, normalement un petit passeport suffisant pour chaque étage, chaque salon, chaque espace vitré qu'elle traversait comme si l'oxygène lui appartenait, a clignoté en rouge. Accès refusé. Elle a réessayé, en appuyant plus fort cette fois, comme s'il y avait un bug. Toujours rouge, toujours mort. Un agent de sécurité qu'elle ne reconnaissait pas s'est approché. Mademoiselle Langston, demanda-t-il avec précaution. Nous avons reçu l'ordre de vous escorter hors des lieux. Becca a ouvert la bouche comme si elle était sur le point de déchaîner le genre de fureur qui avait autrefois envoyé des stagiaires en thérapie. Mais les mots ne sont pas venus, juste un petit tic au coin de ses lèvres. La confusion mêlée au goût amer du pouvoir qui s'évapore. Ils ne l'ont même pas laissé remonter chercher son ordinateur portable. Il vous sera envoyé par coursier, a dit le garde. Dehors, elle est montée dans sa voiture et a ouvert son application bancaire, le pouce planant juste assez longtemps pour sentir la morsure froide de l'effroi avant de taper son code. L'écran a tourné, puis une fenêtre contextuelle est apparue. Accès temporairement restreint. Veuillez contacter votre institution financière. Elle a rafraîchi. Même message. Elle a changé d'application. Carte de crédit, épargne jointe, même sa propre foutue SARL. Tout gelé, bloqué, en attente d'examen. Sur instruction légale. C'est cette ligne qui l'a achevé. Instruction légale. Pas fraude, pas problème de sécurité. Elle savait exactement qui avait passé l'appel.
La panique s'est installée comme une lente montée des eaux. Elle a composé mon numéro. Directement sur la messagerie vocale. Le même homme qui répondait autrefois à ses appels les mains dans le cambouis l'envoyait maintenant vers un message enregistré. Ma voix est passée, nette, calme. Bonjour, je ne suis pas disponible. Toute communication ultérieure concernant des questions personnelles ou juridiques doit passer par mon avocat. Ses coordonnées sont dans votre email. Elle est restée assise sur le siège du conducteur, fixant le téléphone comme s'il pouvait s'excuser, comme s'il pouvait buguer et lui rendre l'ancienne version de moi. Le silencieux, le prévisible, celui qui se présentait, réparait les choses, arrondissait les angles. Au lieu de cela, il lui a donné le silence. Et le silence, pour Becca, était plus terrifiant que la rage. Elle a ensuite essayé ma mère. Directement sur la messagerie vocale. Puis Connor, puis Meredith, puis 3 anciens collègues à qui elle n'avait pas parlé depuis des mois. Rien que des sonneries, des délais d'attente ou de courts messages qui sentaient comme s'ils avaient été réécrits par des avocats. Ce n'est que lorsqu'elle a essayé de se connecter à son email professionnel depuis son téléphone qu'elle s'est complètement effondrée. Ce compte a été désactivé. Veuillez contacter le support informatique pour plus d'assistance. Ses doigts tremblaient. Ce compte contenait plus de 40 000 messages. Des années de contacts, de pistes, de faveurs, d'accords en coulisses. Disparu. Son identité, toute son existence soigneusement construite en tant qu'étoile montante, stratège implacable, visage du leadership moderne, disparaissait, une erreur d'authentification à la fois. Et toujours, personne ne la rappelait. Au café près du bureau, les gens la regardaient sans la voir. Elle a essayé de commander quelque chose, juste quelque chose de normal, de familier. Le caissier a souri maladroitement. Désolé, votre carte est refusée. En avez-vous une autre? Elle a tout laissé là. Le latte, la carte, le minuscule éclat de dignité. Dans la voiture de nouveau, elle a ouvert ses applications de réseaux sociaux. La publication avait disparu, supprimée, probablement par l'équipe de Nolan. Mais les captures d'écran survivaient. L'une était maintenant un mème dans un groupe de potins de start-up, son bras autour de Nolan avec la légende « Les RH vont adorer ça ». Une autre est apparue dans un fil de discussion Reddit sur les implosions d'entreprises. Elle était devenue une étude de cas. Elle a passé le reste de l'après-midi sur un parking, à regarder la batterie de son téléphone se vider comme la vie qu'elle pensait posséder. 1% à la fois. Le truc avec les empires construits sur l'image, c'est ça, il s'effondre en silence. Pas d'explosion. Pas de titre à la une de CNN. Juste un millier de petits privilèges révoqués. Un tapotement, un glissement, un portail, un badge, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une femme dans une berline de luxe qu'elle ne possède plus techniquement, fixant le passé à travers un écran de verre qui ne se déverrouillera pas. La salle d'audience sentait la poussière et la climatisation recyclée. Mur beige neutre, boiserie censée être digne mais qui semblait avoir été commandée en gros dans un catalogue intitulé « Déception institutionnelle ». Becca est entrée, flanquée de son avocate, Margot Finn, celle avec le faux sourire et la vraie vivacité. Vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine qui coûtait probablement plus cher qu'une mensualité de voiture moyenne. Elle avait l'air composée, pas confiante. Ses jours étaient révolus. Mais comme quelqu'un qui croyait encore au pouvoir de la performance. Elle ne m'a pas regardé. Ni quand elle a passé ma rangée. Ni quand elle s'est assise. Ni quand le greffier a lu le rôle. Elle savait que j'étais là. Et je savais qu'elle regardait tout sauf moi. Margot s'est levée la première. Votre honneur, nous demandons un partage équitable des biens matrimoniaux basés sur 10 ans de contributions conjointes, y compris l'augmentation de la valeur de l'entreprise familiale sous la supervision de ma cliente. La juge l'a interrompu d'un geste de la main. Une femme dans la cinquantaine avancée. Pas de fioriture. Le genre qui ne feignait même pas l'intérêt pour la civilité de façade. J'ai examiné les dossiers, dit-elle d'un ton plat. Le contrat de mariage, le trust de partenariat, les amendements de clause, les pièces jointes du conseil détaillant l'événement sur les réseaux sociaux et l'enquête éthique qui a suivi. Elle a soulevé le document du banc. Ceci, maître Finn, n'est pas un litige conjugal typique. Margot a essayé de pivoter. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, la publication a été sortie de son contexte. Ce n'est pas une preuve juridiquement contraignante de mauvaise conduite. La juge a haussé un sourcil. Il ne s'agit pas de la publication.
Il s'agit de la cascade. Elle a tourné la page suivante. Plainte formelle. 2 violations de conflit d'intérêts, utilisation abusive de fonds discrétionnaires, relations amoureuses non divulguées avec un subordonné direct et c'est la clé dissimulation intentionnelle de ressources en copropriété pendant une enquête interne active. La mâchoire de Becca s'est crispée. Margot s'est penchée pour murmurer, mais la juge a repris la parole. L'intimé, dit-elle en désignant Becca sans même la regarder, a tenté d'utiliser des privilèges institutionnels à des fins personnelles, a manqué à ses obligations fiduciaires en vertu des structures d'entreprise et matrimoniales, et, selon cette clause, a déclenché la déchéance automatique de toute réclamation dépassant 35% de la valeur du patrimoine matrimonial. Margot a de nouveau ouvert la bouche. Décision finale, dit fermement la juge. Le demandeur, ses yeux se sont brièvement posés sur moi, conserve la propriété de la résidence principale, de la propriété héritée et des avoirs du trust d'entreprise. L'intimé se voit attribuer un règlement forfaitaire conformément à la clause 9C, qui ne doit pas dépasser le montant après impôt défini dans la pièce F. La pension alimentaire est refusée en raison d'un revenu personnel suffisant et d'une fausse déclaration des dossiers financiers. Le marteau est tombé. Un coup net. Becca n'a pas bougé. Pas tout de suite. La salle d'audience s'est vidée dans des murmures et des bruits de talons, mais elle est restée assise, les mains soigneusement jointes. Le masque qu'elle portait si bien opposé, poli, imperturbable était techniquement toujours en place, mais les fissures étaient visibles maintenant. La tension autour de ses yeux, le pli de sa bouche comme si elle mâchait du verre. Elle s'est finalement tournée et m'a regardé, pour la première fois depuis des semaines. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, peut-être pour parler, peut-être pour chercher un dernier lambeau de dignité, mais je me suis levé avant qu'elle ne le puisse. Pas de jubilation, pas de sourire narquois, juste un hochement de tête. Le genre que l'on fait à quelqu'un qui a fait ses choix. Elle m'a regardé sortir, seule. Le sourire narquois qu'elle portait sur cette fameuse photo, celui qui disait « Je contrôle la situation », avait disparu maintenant. Et cette pièce ne lui avait jamais appartenu. C'est arrivé 1 heure plus tard. La salle d'audience était à peine derrière elle. La piqûre du jugement encore fraîche sur sa peau, comme un coup de soleil qu'elle ne pouvait apaiser. Son chauffeur est arrivé à l'arrière du bâtiment, là où les gens moins importants entraient, et elle s'est glissée à l'intérieur sans un mot. Pas d'appel, pas de texto, juste une panique silencieuse et vibrante sous son chemisier de créateur. Ses mains tremblaient alors qu'elle faisait défiler des emails auxquels elle n'avait plus accès, vérifier des cartes de crédit qui ne passaient toujours pas. Elle n'aurait pas dû retourner au bureau, mais l'instinct a pris le dessus. Le pouvoir était une mémoire musculaire. Elle avait besoin de voir quelque chose de familier. Son nom toujours sur la porte en verre, son titre toujours à côté de la plaque. Elle avait besoin de croire qu'elle appartenait encore à quelque part. L'ascenseur s'est ouvert à l'étage de la direction. Les gens l'ont vue, ont détourné le regard. Personne n'a souri. Personne n'a offert cette petite vague forcée qu'elle recevait des stagiaires dont elle ne pouvait nommer. Elle a atteint la porte de son bureau, étrangement déverrouillée, et est entrée. La lumière était déjà allumée. Lui aussi. Son père. Steven Marks. L'homme qui avait bâti l'entreprise de ses propres mains, avec ses crises cardiaques précoces, ses réunions tardives et ses mêmes costumes en laine des années 90 qu'il refusait d'abandonner. L'homme qui avait un jour dit, si jamais tu te perds, Becca, accroche-toi à l'héritage. Il survivra au bruit. Maintenant, il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 jours. Sa peau était grise, ses yeux cernés, sa cravate desserrée comme s'il avait oublié comment la porter. Il tenait un morceau de papier dans une main et son téléphone dans l'autre. Il n'a pas parlé tout de suite, il l'a juste dévisagé comme si elle venait d'entrer dans sa chambre de soins intensifs en costume de clown. Elle s'est figée dans l'embrasure de la porte. Papa. Sa voix s'est brisée. Il n'a pas crié, il a chuchoté. Et c'était pire. L'entreprise, dit-il. Son avocat vient de m'appeler. Elle a cligné des yeux. Quel avocat? Il a levé le papier comme s'il était radioactif. Celui de Richard. Ton mari. Il a déclenché la clause. Le souffle de s'est coupé. Quelle clause? Celle que j'ai écrite, aboya Théil, sa voix se brisant enfin en un grognement rauque. Celle que j'ai enterrée pour nous protéger des conneries de Blake. La même clause qui lui donnait des droits subsidiaires. Si un membre de la famille compromettait la marque.
Il s'est effondré dans le fauteuil. Tu t'en souviens seulement, ou tu étais trop occupé à jouer à la PDG sur Instagram? Elle a essayé de parler. A échoué. Parce que soudain, elle s'est souvenue de l'amendement, de l'addendum post-nuptial. Ce week-end ennuyeux à Tao où elle avait survolé le langage juridique en sirotant du vin et en flirtant sur Slack. Richard lui avait demandé si elle voulait le relire. Elle l'avait balayé d'un geste. Signe juste, riche. Ce n'est qu'une formalité de toute façon. Elle avait vraiment dit ça. Astérisque, ce n'est qu'une formalité de toute façon, astérisque. Steven s'est relevé. Il n'était plus en colère maintenant. Juste vide. Sais-tu ce que tu as fait, dit-il doucement. Tu n'as pas seulement perdu ta maison ou ton travail. Tu as livré mon entreprise. Tu lui as donné le détonateur. Et tout ce qu'il avait à faire, c'était de te regarder imploser. Il a marqué une pause, les yeux plissés. Qu'est-ce que tu lui as fait faire, Becca? Elle ne pouvait pas répondre. Elle n'en avait pas besoin. Tout l'a frappé d'un coup. Chaque conversation qu'elle avait balayée, chaque signal d'alarme qu'elle avait tourné en ridicule comme de la paranoïa, chaque commentaire condescendant qu'elle avait laissé tomber comme un bonbon lors d'une conférence téléphonique. Elle pensait qu'elle jouait un rôle, mais il s'était préparé. Parce que pendant qu'elle jouait l'icône, Richard avait construit sa sortie. Pas seulement d'elle, mais d'eux. De tous. Elle s'est affalée sur sa chaise, lentement, le poids total de ce qui s'était passé s'effondrant sur elle comme du ciment humide. Les mains de son père tremblaient alors qu'il sortait à nouveau son téléphone. « Je dois appeler le conseil, dit-il. Ils savent déjà, mais je dois quand même prononcer les mots. » Elle n'a pas répondu. Il est sorti sans un regard en arrière. Et pour la première fois, Becca n'a poursuivi personne. Elle est juste restée assise là, à regarder son reflet dans son écran noir. Pas de notification, pas d'appel. Juste l'écho de sa propre arrogance rebondissant sur les murs de verre qu'elle avait autrefois cru la rendre intouchable. Le partenariat qui comptait vraiment n'était pas le sien. Il ne l'avait jamais été.